Bonjour, bienvenue aux expériences de paysage. Nous sommes ce matin dans le lieu qui s'appelle 08, qui est un nouveau tiers-lieu à la Goutte d'Or, une galerie paysage qui est portée par David Besson-Girard, paysagiste issu de l'école de paysage de Versailles, promotion 1992, avec tes invités architectes et urbanistes qui sont à tes côtés. Bruno Fortier, donc je présente, que tout le monde connaît certainement. C'est une figure de l'urbanisme, Grand Prix du paysage en 2002, qui après ça... Je ne le savais pas. Ah, Grand Prix de l'urbanisme, pardon. C'est sympa. Sympa. Grand Prix de l'urbanisme 2002. Donc, avec de nombreux projets urbains. Et c'est vrai qu'en décrivant la manière dont Ariela Mazmounji a introduit ce Grand Prix, j'ai vu qu'il y avait derrière cet architecte urbaniste un grand dessinateur, un écrivain, un penseur, un chercheur. Tu as enseigné. Donc on a beaucoup de chance de t'avoir autour de la table. Et surtout, vous avez travaillé ensemble. Vous êtes donc des amis. Et puis donc Léa Pfiffer, qui est donc... architecte et que tu as rencontré dans ton parcours de paysagiste conseil de l'État. Donc, vous partagez ensemble de nombreux moments de discussion autour du paysage. Donc, nous sommes ici ce matin autour de cet ouvrage, ici ou jamais, qui nous plonge aussi dans un autre intérieur, celui de ce livre, qui est fortement intéressant. Donc, une image, 365 pages. Tu l'appelles roman. Moi, je l'ai lu comme un essai, ou c'est aussi un récit. Et donc, c'est comme une thèse sur le paysage. Enfin, en tous les cas, c'est une intrigue aussi. Et donc, ce sont 10 personnes, 10 amis qui parcourent des sites, 6 sites environ, et qui, ensemble, dialoguent autour du paysage. Et ce qui m'a beaucoup intéressée, ce qui m'a beaucoup plu, c'est ce dialogue et l'amitié aussi, puisque c'est quand même très intime. Donc, ce sont à la fois des sites et des personnes qui sont autour de toi, que tu connais, puisque tu fais partie d'un des personnages. Et donc, on a voulu ce matin organiser cette conférence avec un dialogue, avec des amis. Tu appelles ça les amis visiteurs maintenant, et vous allez nous parler de ce livre. La conférence va s'organiser... en 2 parties, on va dire. Une première partie, j'ai demandé à David, en tant que paysagiste, de nous raconter son parcours, son histoire d'agence, puisqu'il a travaillé de manière très linéaire son agence, avec de nombreux projets que l'on voit aussi dans la galerie qui sont exposés ici, qui reflètent tous tes projets, jardins sensibles et tout ton travail. Donc tu vas commencer à nous parler de ton travail et ensuite on va ouvrir un peu les pages de ce livre et puis échanger avec vous. Expérience de paysage, c'est le titre de ce cycle de rendez-vous. Et donc, c'est une manière de se retourner sur son expérience et de faire une sorte de retour d'expérience. Et retour d'expérience, peut-être qu'aujourd'hui, je me dis que depuis 30 ans que ça me préoccupe, la première chose, ou la chose la plus importante que j'aurais pu apprendre en travaillant, c'est d'aimer des lieux difficiles, qu'un des protagonistes du livre appelle les gueules cassées de la géographie. Et c'est peut-être une espèce de fil conducteur dans tout mon travail, c'est-à-dire aborder des lieux difficiles, les gueules cassées, et apprendre à les aimer. Alors, cette histoire, ça a commencé, par exemple, pour le site de mon diplôme, qui est un site extraordinaire, qui s'appelle Arjouzanx, dans les Landes, dont je parle un petit peu dans le livre, qui est une immense carrière de lignite à ciel ouvert, et qui est un chantier colossal, un remue-ménage de sable et d'eau de près de 11 km de long. Et ça a été la première rencontre avec un lieu difficile et passionnant. Après, il y a Catherine Meusbar là, dans cette salle. On a eu ensemble la chance de faire aménager les canals Saint-Denis à la fin du siècle dernier, maintenant. Et ce canal Saint-Denis, à l'époque, c'était un territoire complètement sinistré. La plaine de France était complètement sinistrée. Le canal était presque une ruine et il a fallu apprendre à aimer ce lieu et y voir du potentiel.
Après, j'ai eu des expériences comme la cartoucherie de Bourg-les-Valences avec Philippe Prost, qui était un site complètement déstructuré. Et en lisant des signes de l'histoire dans ce site, j'ai amadoué le lieu. Donc, même aujourd'hui, tous les jardins que je peux faire, les cœurs d'îlots dans des grosses opérations dans la première couronne autour de Paris, ce sont à chaque fois des manières d'habiter des lieux qui, a priori, sont compliqués à habiter et qui, tout d'un coup, retrouvent une douceur et une manière d'aimer ces endroits. Voilà. Ce qu'on a, ce goût pour les gueules cassées, pour les lieux difficiles, c'est aussi apprendre à avoir un goût pour le non-sens, pour quelque chose qui est un peu compliqué à comprendre au départ, qui se présente un peu comme une énigme, et un goût du paradoxe. Donc peut-être que ce goût de se confronter au non-sens et au paradoxe m'a emmené aussi dans des projets qui sont plus culturels, parce que l'art, la culture aime gérer ces questions de paradoxe. Donc j'ai travaillé autour de l'ambassade de France à Varsovie, j'ai fait un 1% artistique avec une artiste qui est dans la salle ici aussi, Josette Trublard, qui était un projet à Limoges un peu étrange et un peu atypique. J'ai travaillé sur le site du Ponts et Chaussées où il y avait une sorte de représentation très travaillée du territoire et du paysage. J'ai travaillé sur pas mal de lieux culturels, des hôtels particuliers à Paris, comme aujourd'hui on a sorti un jardin sur l'hôtel de La Salle pour la maison Dior. Et puis, bien sûr, l'anneau de la mémoire avec Philippe Prost, qui est à la fois un lieu de culture et de mémoire, mais aussi, par essence, une gueule cassée, puisque c'est ici même qu'on a inventé ce mot de gueule cassée pendant la Première Guerre mondiale, et que ce site a connu des bouleversements absolument inimaginables, puisqu'il faut penser que certains jours, il y avait tellement de corps sur le site que la terre était entièrement recouverte sur plusieurs mètres. C'est quelque chose d'inimaginable par les personnes par ce charnier, quoi. Et aujourd'hui, le livre débute par cet endroit, comme une réflexion sur ces gueules cassées et leur évolution. Il était 11h un samedi de mars sur le mont Cocal. Le soleil montait au-dessus de la plaine de Flandre. Il est 11h aujourd'hui, on est un samedi de mars et on commence cette conférence. Quand l'aurore a pointé, souviens-toi alors qu'il y a un peu plus d'un siècle, ce relief a subi un déluge de feu et d'acier. C'est un massacre, comme jamais les hommes en avaient encore connu. À cette époque pourtant, de superbes aurores ont rasé cette terre déchirée et un petit rayon de soleil aura certainement enflammé de touches d'orange et de rouge le fond brun des entrailles jetées dans la boue. Le monument, un mur circulaire d'un périmètre de plus de 300 mètres, a été installé ici, prenant soin de ne pas dépasser en hauteur les cimes des croix du cimetière militaire voisin. L'ouvrage propose une déambulation au surplomb du coteau. Sur cette boucle figurent les noms de certains milliers de morts de toutes les nations confondues, jadis amis ou ennemis. Tu sais, j'ai découvert ce lieu à l'occasion de la commémoration de l'armistice. Un an après, j'y suis revenue avec les amis. Dès lors, une expérience étonnante débutait pour nous. Cette comédie étrange ne pouvait pas commencer qu'à un endroit pareil. Je dois te la raconter. Elle s'est révélée tellement troublante. Elle nous a changés profondément. Voilà, donc c'est un peu le démarrage de ce livre, c'est le démarrage de notre conversation. C'est une architecture importante aussi, qui fait lien aussi entre vous. Et donc, rentrons dans cet ouvrage. L'anneau de la mémoire, c'est aussi une interrogation sur l'horizon. L'horizon étant par définition, l'endroit de la limite des sens. C'est-à-dire c'est là où l'œil arrête de pouvoir percevoir clairement les choses pour être autant dans l'imaginaire, dans le non-sens, que dans la réalité.
Cet horizon, c'est peut-être là que j'ai eu la nécessité, qu'a paru la nécessité d'écrire un ouvrage qui soit qui explique un peu l'espèce de grammaire secrète qu'on peut lire dans le paysage, qui nous aide à prendre une prise de conscience, qui nous donne une prise de conscience sur les choses, qui fait que tout à chacun arrive à interpréter un paysage, mais c'est souvent complètement intuitif, alors qu'il y a des logiques qui sont derrière ces intuitions, et il me semble nécessaire aujourd'hui de les expliquer un peu plus clairement, parce que ça nous aide à aimer ces lieux difficiles. Alors j'ai imaginé un livre, qui soit un roman. Alors pourquoi un roman ou un récit romancé, on va dire? Pourquoi? Parce que le roman est l'art du doute et de la polyphonie. Il y a plusieurs points de vue, et le doute est toujours là, et donc on le voit, l'énigme est essentielle et le doute est essentiel dans la question du paysage, et donc la forme du roman m'a paru absolument nécessaire. Et si aujourd'hui Bruno et Léa sont ici, c'est qu'ils m'ont fait leur premier retour sur ces livres, que c'est des amis que j'ai rencontrés en travaillant, et leur premier retour m'a touché. Et alors Léa, tu m'avais dit qu'après la lecture du livre, on s'est vu, puis tu m'as promené. Et peut-être que en lisant cette histoire, j'ai réussi à mettre des mots sur des choses, des vérités que tu avais en toi et que tu n'arrivais pas à formuler. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus? Oui, alors en fait, dans le livre, tu utilises un procédé narratif qui est judicieux, moi je trouvais, où en fait tu vas chercher des personnages qui ont tous un caractère différent et puis surtout des attributs différents, des expériences de vie différentes. Et en fait, ça, on les fait discuter, puis le lecteur, il est comme partie prenante de cette discussion-là. Et au fur et à mesure de cette discussion, donc, tu les amènes dans des lieux un peu emblématiques ou que tu as choisis pour des raisons que tu expliques à chaque fois un peu au début. Et puis, en fait, de leur discussion surgit un peu des clés de lecture du paysage. Et donc, tu les aides un petit peu à les faire identifier quelles sont ces clés de lecture, le fait que c'est important de pouvoir se situer dans l'espace, le fait que c'est important de pouvoir se situer aussi dans le temps, le fait de comprendre à qui s'adresse un lieu. Et du coup, en tant que lecteur, on a l'impression de faire partie de cette discussion d'amis et de faire... et de mettre des mots un peu plus précis sur des intuitions qu'on a de la lecture d'un lieu et d'un paysage. Et ça, c'est assez agréable. C'est vrai que moi, j'ai vraiment eu l'impression de me faire balader au sens positif du terme, parce que moi, ce que j'ai préféré, c'est... Il y a un moment où on visite Versailles, en fait, à travers ton livre, enfin, surtout les jardins et puis le parc. Et on découvre une manière de tu nous invites à découvrir comment est-ce qu'il a été conçu, pourquoi. Et c'est vrai que du coup, il y a cette espèce le dialogue fait un peu accoucher d'une compréhension des lieux avec les autres, mais surtout avec le fait d'y être. Hein. Donc, tu arrives à faire ce rapport entre à chaque fois des expériences de terrain que tu finis par... théoriser, mais toujours en restant sur le terrain, donc sans en faire un ouvrage trop déconnecté et trop théorique ou trop académique en fait. Donc c'est ça qui le rend accessible, intéressant, puis qui permet de faire ressentir des choses au lecteur. Et toi Léa, tu es un des personnages dans ce livre, tu t'es reconnue? Alors, moi, je ne suis pas un des personnages du livre, mais il y a un personnage qui n'est pas un personnage... C'est dégueulasse parce que moi, je ne me suis pas reconnue. Pourtant, je l'ai lu. Hein. Pourquoi elle et pas moi? On va en parler, justement. Alors moi, je me suis reconnue sous plusieurs aspects, en fait. Alors, il y a effectivement un personnage qui
qui ressemble au rôle, au métier que j'occupe aujourd'hui, parce que donc, je travaille dans une direction départementale des territoires, et puis pour le coup, c'est moi qui balade David lorsqu'il vient nous voir, donc c'est un petit peu l'inverse, hein, c'est moi qui suis au volant et qui lui dis tiens, là il se passe tout ça, qu'est-ce que tu penses de tel et tel projet? Donc il y a un personnage, mais qui est un personnage vraiment secondaire dans le roman, qui intervient plutôt à la fin, donc dans lequel moi je me suis reconnue dans mon rôle aujourd'hui, mais je me suis aussi reconnue dans les personnages, dans le groupe d'amis, dans certains personnages, pas tous, et je pense que ça c'est une expérience qui peut arriver à n'importe quel lecteur, c'est-à-dire qu'ils sont si différents les uns des autres que moi je me suis retrouvée un petit peu, je me suis vue dans la jeune étudiante qui tâtonne, puis après je me suis aussi vue parce que j'ai aussi un parcours scientifique, je me suis aussi vue dans l'ingénieur géologue qui va avoir une approche ultra scientifique, et donc on voit ses qualités et ses défauts dans ce bouquin-là, et du coup on se reconnaît en tant que personne actrice d'un territoire, d'un paysage. Et c'est ça aussi qui fait que le livre est vraiment parlant, en fait. Moi, il a beaucoup résonné en moi. Et il y a aussi le personnage de l'enfant, beaucoup plus candide. Et là, pour le coup, c'est ce personnage qui pourrait incarner quelqu'un qui pense ne pas être du tout en prise avec les sujets du paysage, et de l'aménagement, parce qu'on a tous, tous lecteurs on a tous été enfants, et du coup, on voit que voilà, ce livre est accessible un peu à n'importe qui, en fait, à travers au moins ce personnage-là, si ce n'est à travers certains ou tous les personnages. Alors, ce chapitre dans les Pyrénées arrive à la fin du livre, et c'est une manière, en fait, on est un peu éloigné du paysage parce qu'on est dans une voiture, et c'est une manière pour moi de tester un peu tout ce que les visiteurs ont appris en fréquentant les différents lieux. Et là, voilà. Je fréquente les Pyrénées depuis longtemps, et ta mère le savait. Il y a 15 ans, j'ai visité pour la première fois ces montagnes en tant que paysagiste conseil de l'État. Depuis, je les ai explorées, mois après mois, la durée de 2 postes successifs au sein de 2 départements contigus, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. Ma connaissance de ce département reste singulière. Je sillonne les routes vers les sites en projet, assis dans une voiture, l'esprit libre des contraintes du volant, l'œil particulièrement sollicité, la main droite désignant des phénomènes à l'horizon. Tour de roue après tour de roue, mon corps tout entier devient pareil à une caméra. Au cours de ces trajets, je suis séparé des réalités sensibles par les vitres de l'automobile, comme l'œil du caméraman par l'objectif. Les images enregistrées en moi convoquent une petite musique intérieure, composée de mes expériences d'essence acquises ailleurs. Je me souviens de la senteur de l'océan, du bruit des vagues, du craquement de la neige, mais aussi du goût du piment d'Espelette ou de la couleur du fromage de brebis. Toutes les impressions de ces montagnes me sont seulement suggérées par la vue. Face au pare-brise et assis dans un confortable fauteuil, je regarde autour de moi ces conditions métamorphosent chaque parcours en séance de film grandiose. Les différents parcours dans les lieux vont se faire entre marcher à pied, à vélo, en voiture et même en avion. Donc le livre propose aussi des points de vue très différents sur le mode d'approche au paysage. Et alors Bruno, quand tu as fini la lecture de ce livre, tu m'as envoyé un petit mail très court, mais qui m'a intéressé. Tu m'as dit « Magnifique promenade, je serais heureux d'en débattre avec toi. » Alors... Ah non, mais il faut que... Et donc, le jour est là. Un peu que je raconte... Et puis, peut-être que t'aider un tout petit peu pour attaquer, parce que tu m'avais invité quelques jours auparavant, tu n'avais pas encore fini le livre, et il y avait des amis à une table, d'excellents amis, et tu as essayé de leur expliquer ce que tu trouvais intéressant dans le livre, et
tu as dit, là, il s'agit de toute une herméneutique du paysage. Alors, je vais vous dire, je connais pas très bien David. On a travaillé ensemble sur des concours, on s'est toujours planté. Ouais, hein. On s'est planté à Versailles, on s'est planté à Angers, on s'est planté à la Défense. Je pense que j'étais mauvais, et ça c'est pour moi. Et lui, il est tellement sophistiqué qu'évidemment, devant un maître d'ouvrage, c'est terrible. Donc, il a un problème de sophistication. D'autres paysagistes savent dire des choses carrées, écologiques, normales, etc. Lui, il ne sait pas, c'est ça qui m'intéresse chez lui. Bon, c'est un obstacle professionnel, mais ce n'est pas du tout un obstacle personnel, au contraire. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment il voit la situation actuelle. Il y a un livre qui est paru de Philippe Billou, que vous avez peut-être vu, qui s'appelle La ville stationnaire. Vous avez vu ça? Bien. C'est un truc très curieux. Alors, Philippe Billou s'embarque dans l'écologie, le carbone, les problèmes dramatiques de la planète. Il en tire la conclusion qu'il est temps de faire attention où on met les pieds, d'atterrir, comme dit Bruno Latour, d'être économe, d'être sobre, etc. Enfin, tout ce qu'on peut raconter sur les villes actuelles. En même temps, ce type de ville stationnaire, alors il y a une grande part de paysage aussi dans ces propositions. Il y a un peu cette idée, si vous voulez, qu'au fond, la ville, c'est pas terrible, et que ce qui marcherait, c'est que la ville se convertisse à la nature, d'une certaine manière, qui est une idée abominable, évidemment. Bien. Mais c'est le problème actuel qui pose une question qui n'est pas résolue, à mon avis. On est en Europe et en France, en effet, dans cette situation de sobriété forcée, où, pour les architectes, il y a un effondrement du logement, il n'y a plus de bureaux, et il n'y aura plus de bâtiments publics, puisqu'il n'y aura plus d'argent pour les faire. Bien, donc les architectes, ça va très mal de ce point de vue-là. Donc une certaine lenteur qui s'installe. En effet, en perspective, on construira 2 fois moins qu'aujourd'hui, que depuis 50 ans, dans les années qui viennent. Avec cette espèce d'autorité de l'écologie et d'évidence sympathique du paysage qui s'impose déjà depuis longtemps, qui va s'imposer. Et au fond, une situation ambiguë, puisque c'est pas si mal le ZAN, zéro artificial net, l'idée d'arrêter de consommer un département tous les 10 ans, l'artificialisant, etc. Je ne sais pas si on va y arriver, mais et ça nous mettrait dans cette situation de lenteur un peu endormie, qui est critiquable sur ce plan-là, dans une situation où, en effet, il faut reconstruire la ville sur la ville. C'est la vieille idée d'Antoine Grimbach. Il faut réintervenir là où on est déjà intervenu. C'est ce que tu appelles les gueules cassées ou des choses comme ça, etc. Des endroits comme ça, il y en a 1000. C'est une situation qui ne s'est pas produite depuis un siècle et demi, mais qui s'est produite entre le XIIe siècle et le XVIIe siècle en Europe, où les villes se seront construites assez peu étendues, en tous les cas amplifiées, densifiées sur des structures romaines, sur des structures antiques. Bien. Donc c'est assez joli comme situation, l'idée qu'on va réintervenir sur les choses. En même temps, cette réintervention, est-ce que c'est une conversion de la ville à la nature? Moi, je pense que c'est pas terrible comme perspective. La ville, c'est un artifice. Ça reste à tous égards, sur le plan énergétique, sur le plan matériel, sur le plan esthétique, un artifice. Et l'écologie ou le paysage, c'est un autre artifice. Enfin, ça peut l'être, en tous les cas. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ce choc entre 2 artifices.
je reviens à la sophistication de David, c'est un peu ça. Comment est-ce qu'on va articuler ça dans les années qui viennent pour ne pas être platement écologique comme on est platement bas carbone en architecture. Voilà, donc c'est ça qui, dans la personnalité de David, m'intéresse et me désespère. Voilà. Je voulais te faire lire un petit... C'est vrai qu'on parle... Il y a beaucoup de passages dans lesquels on parle du paysagiste, de son action, de l'avenir de la planète. Donc, tu emploies plein de termes. Ce groupe d'amis, petit à petit, devient les enfants du paysage. Vous faites un projet pour la Terre, etc. Et donc, il y a beaucoup de débats sur le métier de paysagiste, sur cet apport, justement... parce que peut-être effectivement que si les architectes n'ont plus de travail, ils peuvent Moins, tu n'as pas dit plus. Moins, la moitié. Moins de travail. Ça veut dire que la moitié peut faire sa validation par les acquis, VAE, et devenir paysagiste pour nous accompagner à... Voilà. Oui, enfin, un architecte chômeur peut devenir paysagiste, oui. Je ne sais pas si ça vous sera agréable. Ça va faire du monde, hein. Et non, parce qu'il y a beaucoup de... C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire pour transformer ces villes. En fait, de toute façon, les villes doivent s'adapter. Elles se sont toujours adaptées et elles doivent s'adapter parfois avec de grandes ruptures. Il va y avoir des ruptures dans certaines villes. Il faut les faire, en fait. Il faut les mettre en place. Et ben, je pense à... Casser les rues, enfin je veux dire, casser les rues, faire des sols terreux, remettre des sabots, oui, alors ça, des trucs comme ça. Ça, c'est l'écologie plate. Hein, on a cassé les rues, on prend les cours d'école, on les végétalise, etc. etc. Dans un projet. J'ai rien contre ce genre de choses qu'on voit partout et qui a un grand avenir. Mais est-ce que ça fera des villes? Je ne sais pas, c'est une question que je pose à David. Moi, j'ai un doute. Une de mes convictions, c'est que le débat qu'on a sur les lieux le complexifie, l'enrichit, et que cet enrichissement est absolument essentiel. Oui. Et que plus on arrive Ça, c'est du François Bayrou, ce que tu nous dis là. Merci. Alors, donc, cette profession de paysagiste qu'on adore. Mais pour le débat, bah oui, certes. Non, mais ouais, on verra un peu plus loin. Tu rigoles, mais tu as raison, c'est une question de fond. Dans la discussion sur l'avenir de nos villes et de nos vies, la présence des architectes, des urbanistes et des paysagistes s'impose plus que jamais. Il nous faut des gens de l'art. Nous ne pouvons pas contenter sur le bon sens inné de chacun pour nous faire vivre demain dans un paysage qui aurait comme par magie la qualité de la campagne française du siècle précédent. Donc là, ça introduit l'idée que tout ça se construit, que c'est un artifice, et qu'il nous faut des gens de l'art, aussi bien urbanistes que paysagistes, pour commencer à articuler les choses. Des femmes et des hommes compétents doivent incarner une culture contemporaine du paysage pour prendre des responsabilités, en débattre devant autrui et le défendre s'il est nécessaire. Ton fils m'avait représenté dans son carnet comme un peintre peignant une scène de verdure. Pour débattre du paysage dans de bonnes conditions, les gens doivent avoir de la culture générale. Les rudiments de la discipline du paysage et de l'urbanisme relèvent de la culture de tous et de l'éducation civique à présent. C'est loin d'être le cas dans notre pays. Ici, beaucoup de personnes pensent qu'un paysagiste est un individu payé pour trimballer de la terre à la brouette, avec sur le visage un air plus chic que celui du jardinier. Alors, je voudrais intervenir là-dessus, sur l'expertise. Bien. Moi, je suis frappé, par exemple, je travaille dans des communautés urbaines, dont Lille, qui est une communauté importante, avec beaucoup de gens, etc. Ce qui me frappe, c'est qu'on a maintenant des gens, enfin je parle des administratifs qui sont là, qui sont spécialistes de la chauve-souris, du crapaud, de l'albédo, de tout ce que vous voulez, tous les aspects, vous pouvez prendre tous les items. Je suis frappé au fond de la vitesse à laquelle l'écologie, dans ses catégories possibles, a été intégrée facilement. Bien.
je sais pas, j'ai passé à Valenciennes, par exemple, il y a 1 an et demi, il a fallu que le préfet intervienne. On me demandait, parce que on reconfigurait un échangeur autoroutier, de veiller à ce que les chauves-souris ne se prennent pas les camions dans la gueule. Donc on m'a demandé de faire des toboggans à chauves-souris le long des rocades, de manière à ce que les chauves-souris soient invitées à monter avant de se cogner le camion. Bien. J'exagère un peu. Enfin, c'est une réalité. Mais voilà. Donc ce qui est frappant, c'est à quel point les problèmes d'histoire urbaine n'ont plus d'interlocuteurs, les problèmes d'esthétique urbaine n'ont plus d'interlocuteurs, les problèmes d'espace, lorsque ça suppose de synthétique, n'ont pas d'interlocuteurs, mais par contre, toutes les catégories possibles environnementales en ont. Il y a à la fois un enrichissement et un grand désarroi devant ça. C'est-à-dire que il y a un dialogue qui n'est plus possible. Oui. Voilà. Et là, justement, je voulais, moi, t'interroger sur la notion de consensus. À cet égard-là. Est-ce que... Le consensus se fait là-dessus. Ouais. Le consensus se fait là-dessus. Il peut même être quantifié. Si on a respecté des niveaux d'albédo sur certains matériaux qu'on emploie, etc., bon, on ne peut plus employer de granit noir. Pourquoi? Bon, il y a certains endroits, le granit noir, c'est très beau, mais c'est plus possible. Bien. Donc, il y a à la fois une sensibilité montante et heureuse de tous les services administratifs, les acteurs en général, à tous ces problèmes, non pas paysagers, mais écologiques, et une perte de synthèse totale. Bon, très frappé par ça. Moi, j'appelle ça la guerre du vivant. J'ai l'impression que cette profession qui a 50 ans a tenté de parler du paysage, de parler de l'écologie du paysage et de travailler avec. Et aujourd'hui, tout le monde en parle, pour faire un peu rapide. Tout le monde en parle, mais sans cette notion de projet que l'on portait avec ce discours. Et donc, on se retrouve dans des situations de guerre face aux vivants en disant non, je pense que cet arbre, on peut le couper. Non, je ne suis pas écologue, mais dans mon projet de paysage, je peux dire que cet arbre-là, on va le planter là, qu'on va garder du granit noir, etc. Donc, on est un peu dans cette petite guerre. Mais ne pas couper les arbres, je suis d'accord, moi. On m'a demandé de refaire. À Lille, j'avais fait un projet de réhabilitation d'un grand ensemble. Je me suis convoqué par la directrice en disant le projet ne se fera pas. Elle dit pourquoi il ne se fera pas? Parce que vous ne gardez pas 100% des arbres. Donc on m'a demandé de refaire le projet autour des arbres, ce que je trouve pas mal. Ce qui était, bon, c'est un projet bizarre, mais intéressant. Donc j'ai aucune objection moi, à travailler avec le vivant. C'est pas ça. C'est qu'il n'y a plus de synthèse. Oui, moi je veux bien rebondir là-dessus. Parce qu'effectivement, et le livre en parle très bien en fait. Il y a il décrit très bien en fait l'idée qu'on arrive à compiler, on arrive seulement à compiler un certain nombre de compétences, mais qu'il manque cette capacité à faire projet que peuvent avoir les métiers qui ont cette formation du projet. C'est que par rapport à il y a 40 ans ou 30 ans, moi, quand j'ai commencé mon activité, c'était encore possible d'en parler. Oui. Là, et maintenant, c'est plus possible. Ça s'est perdu. Oui, et même, je dirais même au-delà, c'est qu'il y a quelque chose d'inquiétant dans le livre, c'est que il semblerait que certains en ont peur, en fait, de ça. Un peu peur du projet, un peu peur de se faire bousculer dans leur certitude. Je crois simplement que c'est pas des catégories facilement assimilables, les problèmes d'espace. Alors que la Terre, dans toute cette catégorie, taux d'humidité, je ne sais pas quoi, j'ai 1000 choses. C'est quelque chose que les maîtrises d'ouvrage, dans leur déclinaison, ont assimilé très facilement, avec des spécialistes de tout, où il faut répondre à tout.
Oui. mais on n'est pas sûr qu'on réponde à quelque chose à la fin. Mais oui, mais je pense que c'est ça qui est rassurant, c'est la chose qui est la donnée, qui est rationalisée, qui est formalisée, où il y a un chiffre en face, et que dès qu'il faut pouvoir bousculer les choses et puis aller faire autrement que le grand principe écologique qui est un peu qui est incarné par cette journaliste là, hein, qui porte un peu ses idéaux et qui pourrait avoir tendance à vous dire sur un quelconque projet, enfin non justement un projet qui est bien, elle va vous dire mais on coupe vraiment des arbres alors que le projet il est bien en fait, et elle perd la notion du bilan global du projet, si on peut le dire comme ça. Et le problème aussi, le livre l'évoque à un moment donné, c'est que il y a non seulement des personnes comme enfin, des journalistes ou la population qui a ce genre, qui est un petit peu éclairée au sujet écologique, qui ont ce genre de réaction. Et c'est moi ce que j'interprète comme l'écologie plate là, dont vous parlez. Et il y a aussi des politiques qui semblent avoir un peu peur des horizons que pourraient proposer de telles démarches. Parce que ça vient chambouler en fait leur bilan d'évaluation à la fin, pour dire combien on a planté d'arbres, parce que ça c'est rassurant, on a un chiffre derrière, on sait le compter, on sait compter aussi le stock de CO2 qui a été séquestré, et alors qu'en face, les professions de projet, elles proposent des choses qui sont plus sensibles et du coup moins mesurables et qui ne rentrent pas dans un tableur Excel en fait. Et cette peur cette peur des choses, en fait, finalement, c'est presque, je pense que David, tu l'amènes en disant c'est presque une peur de la vie en face de ça, et tu sembles l'incarner, cette peur de la vie, par un personnage un peu énigmatique, enfin une chose personnage qui est la sale éponge, qui est un peu ce gros monstre-là qui a un effet bulldozer qui va uniformiser les projets, en fait, avec cette approche-là. Et dire non, en fait, on a trop peur de ce que pourrait être une vie où on ne maîtrise pas tout, on ne maîtrise pas tous les chiffres de la vie. Oui, là. Ouais, d'ailleurs, on voit bien sur cette, on voit bien sur cette image le jet au premier plan, l'écologie, et le monstre là. Oui. C'est quoi le monstre? Alors, ça fait référence à un jardin que j'ai beaucoup aimé quand j'étais adolescent, qui s'appelait le jardin de Bomarzo en Italie, qui est un jardin de monstres et dont la figure majeure est l'ogre. Et cet ogre, que j'appelle la sale éponge, je trouve aujourd'hui, j'ai essayé de faire parler avec ce personnage onirique tout ce que peut dire quelqu'un qui a peur de la finitude de la planète. Et que ce personnage qui crie, pourrait crier forêt, toujours plus. C'est-à-dire que quelque part aujourd'hui, je suis sidéré de voir que Trump ou Musk disent ce que la sale éponge dit dans le livre, c'est-à-dire ils cumulent tout ce que la finitude du monde peut engager comme peur. Et moi, j'aurais tendance à dire l'inverse, moi. C'est-à-dire, ils n'ont pas peur de la finitude du monde. Si, moi je pense que c'est parce qu'ils ont une conscience. Drill, baby drill, c'est ne pas avoir peur de la finitude du monde. On s'en empare tant qu'il y en a encore. Et donc c'est une peur, c'est-à-dire qu'ils organisent la finitude, c'est comme les bitcoins, c'est-à-dire on organise une finitude pour créer la rareté et s'en emparer. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que, et pour moi ce personnage de la sale éponge, il arrive dans le livre à un moment où, quand je suis adolescent, j'entends pour la première fois la Terre est finie, et ça me terrifie parce que la finitude de cette Terre, c'est à la fois une réalité, présentée comme une réalité écologique, objective. Puis en même temps, c'est quelque chose qui est terrifiant parce que ça voudrait dire qu'elle est morte, elle est finie. Et ce personnage qui est ambigu
qui a peur de la vie, ce personnage monstrueux, occupe et partage un peu, d'une manière un peu récurrente, mes cauchemars. Voilà. Et je trouve qu'aujourd'hui, ces cauchemars, on trouve une forme, malheureusement, très concrète. Voilà. Et à l'inverse, dans tes rêves, un autre personnage qui intervient et qui, lui, te donne plutôt les clés de la lecture d'un paysage et te rassure face à cette monstruosité qui va vouloir tout homogénéiser. C'est pour ça qu'il y a une petite clé en bas, là. Voilà, oui, parce qu'il y a un jet, et le jet, vous savez que le jet, c'est un animal qui est capable d'apprendre à parler, et qu'il peut même, il rentre en relation avec les autres animaux en imitant le bruit de la buse, par exemple, en imitant les animaux. Il a une sorte de langage qui lui permet de coagir avec les autres. Et il a plein de manières de s'exprimer. Et donc, il y a un personnage un peu mystérieux dans le livre qui s'appelle Sérendie. Sérendie, ça fait référence au principe de sérendipité, c'est d'apprendre par l'expérience, même par des choses un peu aléatoires. Et ce personnage de Sérendie est à la fois un oiseau et à la fois un écrivain qui apparaît dans le livre à différents moments, qui m'aide à formuler ces fameuses clés du paysage dont on s'aperçoit qu'elles sont toujours paradoxales. Un paysage nous sert à nous orienter, mais comme c'est bon de se perdre dans un lieu. Un paysage nous sert à nous comprendre notre époque, le temps dans lequel on est, mais comme c'est bon de se sentir hors du temps. C'est bon de se perdre comme dans un labyrinthe, dans un jardin, si ça nous permet de nous apprendre à mieux nous orienter. C'est bon d'être hors du temps si ça nous permet de comprendre mieux notre époque. Et donc c'est ce qu'on apprend petit à petit au fur et à mesure de ce livre, c'est toutes ces contradictions et paradoxes autour des grandes fonctions, on va dire, sémantiques du paysage. Dans ce livre, c'est vraiment... Enfin, j'ai l'impression que c'est aussi comme ton legs enfin, en tout cas à tes collaborateurs ou aux plus jeunes, parce qu'il y a vraiment un optimisme de combat qui se lit dans ce bouquin, parce que justement, face à ces forces obscures qui parfois sont... Alors, il y a l'image de cette force obscure là, qui est vraiment une éponge dégueulasse, qu'on n'aime pas du tout, mais il y a aussi en fait des personnages qui sont des personnages attachants et des amis qui viennent te titiller en fait pendant et qui en fait, malgré eux, portent des fois des questions ou sont sur des pistes de réflexion qui sont parfois un petit peu... qui viennent... où tu ne sais pas toujours répondre d'ailleurs. Hein. Il y a des scènes dans le livre où tu te dis, bon, bah là, je me mettais à cueillir un brin de graminée parce que je ne savais plus trop quoi dire, puis je changeais de sujet. Et du coup, il y a... le livre, il nous, malgré tout, même s'il y a des scènes comme ça et qu'on voit que tu tâtonnes, en fait, il nous encourage quand même à aller porter, enfin, en tout cas, un nouveau... à tout le temps revenir vers des idées qui seraient contradictoires avec l'idée de faire paysage. Et ça, c'est quelque chose qui est très rassurant, en fait. Hein. C'est pour ça que moi, je me suis beaucoup retrouvée aussi dans l'image de cette étudiante qui bredouille, puis qui, à la fin, prend de l'assurance au fur et à mesure des visites, parce qu'en fait, elle comprend à quel point le terrain, ses clés, cette grammaire du paysage que tu offres à ses amis, l'outil pour pouvoir continuer à aller au-devant des personnes qui n'en sont pas encore là dans le cheminement vers la compréhension de cette manière de voir le monde. Et autre chose aussi, c'est que tu parlais des gueules cassées dans ton parcours. Moi, je trouve que le livre, il invite à poser systématiquement un regard bienveillant sur les sites, même si c'est des sites ultra chaotiques, à les décrypter, comment est-ce qu'on en est arrivé là, qu'est-ce qu'on peut en ressortir. Et ça aussi, c'est très positif et enrichissant, parce qu'il y a parfois un peu cette tendance à dire, bon voilà, c'est un site perdu, donc continuons à y faire n'importe quoi, alors qu'en fait, ce que tu proposes, c'est vraiment autre chose. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a intervention,
eh ben, il faut se sentir un peu responsable de ses actes et de les mettre dans une logique d'amélioration, quel que soit le site en fait, que ce soit un site beau, enfin beau en tout cas de qualité, que cette idée de qualité soit largement partagée. Un site classé par exemple, où c'est facile, ou alors un site absolument presque invisible en fait, invisibilisé par sa banalité ou son aspect un peu délabré, délaissé. Et ça, c'est quelque chose d'encourageant, oui, je trouve. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question que je voulais te poser? À la fin du livre, il y a un thème sur la présence de la mort dans la ville, avec la présence des cimetières, des lieux de souvenirs. C'est une chose qui me frappe en habitant dans ce quartier, c'est que tous mes amis, qu'ils soient camerounais, sénégalais ou marocains, ils ont envie de se faire enterrer ailleurs, dans leur pays, et qu'il n'y a pas de place ici qui leur donne envie d'imaginer qu'ils seraient enterrés ou que leur souvenir serait ici. Et je trouve que c'est une des grandes... le mouvement d'ouverture et de notre pays aux autres doit aussi passer par des lieux où chacun se reconnaît mieux que dans ces casiers de pierre très stériles et très organisés. Alors, je pense, par exemple, en Europe du Nord, il y a d'immenses pelouses qui sont des pelouses du souvenir, qui sont des vrais parcs où les cendres peuvent être répandues et c'est toujours des lieux en relation directe avec des promenades de la ville. Il n'y a pas d'identification possible de la personne qui a été dispersée là. Non, le lieu est un lieu de souvenir. Alors il peut y avoir à côté de ces lieux de souvenir le cimetière musulman, le cimetière juif qui peuvent regarder ces endroits-là. Mais la grande structure qui est amenée par une pelouse, c'est une pelouse du souvenir. Et ces pelouses du souvenir sur lesquelles on met des cendres sont des lieux qui pour une fois, permettent de stabiliser des choses qu'il est très difficile de stabiliser dans une ville, parce que tu sais qu'organiser une grande pelouse, un grand vide, eh bien, il y a toujours quelqu'un pour y mettre quelque chose dessus. Et que ça la défend. Ça défend d'une manière extraordinaire des lieux qui sont très ténus et très magiques. Et que de remettre au centre de la composition d'une ville ces lieux du souvenir est une manière de pérenniser des structures paysagères très très fortes. Et c'est autant que des sanctuaires de nature, autant que... voilà. Et donc, j'ai le sentiment que, aussi bien pour se vivre mieux tous ensemble dans un pays et stabiliser une composition paysagère autour d'une ville, que la question de la place de la mort... Tu vas me réconcilier avec ma femme Anne, qui est paysagiste, parce que... moi, je lui dis, alors c'est une jolie idée, cet air vide avec simplement une évocation. Moi, je lui dis, ce que j'aimerais, c'est avoir, comme au cimetière de Gênes, 2 anges au-dessus de ma tombe. Et alors, elle me dit, qui est le second? J'ai que des ennuis en lui disant ça. Et au fond, si je lui dis c'est un gazon... je pense que je vais pouvoir faire la paix avec elle. Hein? Exactement, la paix des ménages. Plus d'ambiguïté. Les 2 idées sont jolies. Et une des conclusions sur les paradoxes de ce livre, c'est que peut-être qu'on se réconcilie quand le non-sens fait partie du sens, comme la mort de la vie. Et que d'arriver à remettre la mort à l'intérieur de la vie, et donc le cimetière à l'intérieur de la composition d'une ville, c'est une façon de remettre le non-sens dans le sens. Vous voyez la difficulté de lâcher David dans un jury.
Je vous conseille de bien le briefer avant. Alors, tiens, justement, par rapport à David, le paysagiste, moi j'ai lu aussi dans ton livre à plusieurs reprises ta connivence avec des confrères. Et j'ai eu le sentiment que tu te plaçais entre Michel Courajou, Le Corbusier et Pascal Cribier, Art and Craft, quoi. Ouais. Et que tu es entre les deux. Est-ce que c'est... Oui, c'est vrai. C'est que quand j'ai fait mes études, il y avait une très grande dichotomie entre ce qui était les paysagistes qui s'occupent des espaces publics et ceux qui s'occupaient des espaces privés et des jardins privés. Et que moi, j'avais une espèce d'intuition, c'est qu'il fallait être capable de parler à toutes les personnes, c'est-à-dire de dire « je » comme de dire « il ». Et qu'une composition un peu riche était capable de passer de tous les côtés des clôtures. Et c'est pour ça que, et ça a souvent été très mal compris dans ma carrière, c'est pour ça que j'étais très proche de gens qui pouvaient aussi bien faire des jardins privés, et que j'en ai fait beaucoup, comme des espaces publics. Mais du coup, on a un peu de difficulté à être identifié par les uns ou par les autres, mais ça me paraissait essentiel. Et je trouvais chez Michel que, justement ce goût du paradoxe, c'est de lui dont je l'hérite. Il adorait fonder ses projets sur des paradoxes constructifs et créatifs. Il nous a placés dans l'espace public en tant que maître d'œuvre, et ça c'était une chose formidable. Et j'adorais chez Pascal Cribier cette espèce d'interrogation ultra subtile des sens qui faisait qu'il allait toujours à la limite des résolutions du sens, c'est-à-dire qu'il avait une œuvre qui était vraiment très ténue et impalpable, proche de l'horizon. Et ce que je ne retrouvais pas forcément chez Michel, ou si son miroir d'eau est absolument exceptionnel un peu dans ce sens-là, c'était un peu moins évident. Et du coup, j'étais un peu à cheval entre les deux parce qu'ils se détestaient. C'était un peu compliqué, mais ça a été une période très, très intéressante. Ouais. Très bien. Ouais. Encore une remarque? Vous voulez dire quelque chose? Alors, moi, je voulais demander à David de nous lire son passage préféré, ou je ne sais pas, ou alors celui qui... Alors, oui, tu m'as posé un peu cette question. Il y a un petit passage que j'appelle le passage du chemin jaune, qui est une sorte de chose qui, pour moi, résume beaucoup de choses qui sont dans le livre. Alors, je ne sais plus dire exactement quand, mais tout petit, nous désignions déjà ensemble. Nous sommes assis à une table, concentrés sur nos ouvrages respectifs. Mes doigts font jouer un crayon entre les dernières phalanges du pouce et de l'index. Mains lisses et poignets déliés impulsent aux manches de bois laquées un mouvement régulier de va-et-vient, usant le cône de la pointe au contact du grain de papier. Le bâtonnet taillé quelques secondes auparavant a dispensé des senteurs de résine à nos petites narines penchées dessus. Les mines de pigments chuchotent à nos oreilles en appliquant un peu de poudre de couleur avec précision. Chut, 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 chut. Au centre de la page, l'outil s'émousse en labourant la feuille avec une courbe qui évoque un lieu intrigant. Dans le tournant d'un chemin jaune, l'eau prisonnière d'une empreinte de tracteur reflète les nuages. En nous aventurant la veille par ce chemin, toi et moi avions découvert à terre une multitude de cadenas de laiton, de toute taille. T'en souviens-tu? Ils étincellent comme des pièces de monnaie, gisant à même le sol de glaise cireuse. Les serrures fracturées avaient été jetées sans clé, çà et là, le long de la piste. Elles restaient parfois plongées
dans des ornières laiteuses et grouillantes de têtards qui tentaient d'agripper la surface du liquide avec leurs minuscules mains noires. Ces mystères en tête et le goût amer du crayon dans la bouche, j'ai dessiné notre terrain d'aventure. L'objet de bois tendre inquiète mes papilles. Mon nez se plisse un instant, puis mon visage concentré se défronce. Clac! Reposant le crayon de couleur anisé avec un bruit sec, ma main déterminée saisit soudain un gris bleuté dans ma boîte ordonnée comme un arc-en-ciel. Je déploie les rondeurs de monts de part et d'autre du chemin jaune. J'effleure le papier avec du vert céladon durant quelques secondes de caresse. Des pieds de vigne suivent les courbes du relief en rang parallèle entre eux et tracent des lignes d'écriture indéchiffrables. Je tente encore de placer un losange ambre figurant une toiture et les ramures argentées deux grands frênes. Ces silhouettes reconnaissables scandent la calligraphie du tournant de notre aventure par d'élégantes majuscules. Le chemin jaune devait apparaître dans tout son éclat à tes yeux. Ainsi, en ta compagnie, à ce jeune âge, j'avais déjà fait une expérience importante. J'avais appris à soigner mon dessin pour mieux transmettre une histoire. Un geste de ma baguette de bois ou un trait inconséquent porté avec négligence aurait pu, à tout moment, métamorphoser cet ouvrage parlant en un brouillon insensé. J'avais jugé mon travail terminé et je m'étais arrêté. J'avais brandi fièrement ma feuille devant ton nez et tu avais aimé avec une petite moue rieuse. Puis nous étions descendus dans le jardin. J'ai passé un très bon moment. Merci beaucoup, David. On a eu des amis communs et je ne te connais pas très bien. Mais tout ce que tu évoques, évidemment, me fait beaucoup plaisir parce qu'on vieillit ensemble et donc forcément, il arrive qu'on se retourne et qu'on se dise « quel chemin ?» Et peut-être que ce qui m'a le plus plu quand j'ai commencé à lire tout à l'heure, c'était de voir que tu faisais ce parallèle entre le paysage et la langue, qui tous les deux sont vivants et qu'on ne peut pas arrêter. Voilà. Et qu'il faut habiter la langue qui change, comme il faut habiter les paysages qui changent. Avec certainement, et c'est de plus en plus dur quand on vieillit, l'optimisme chevillé au corps et la volonté de contribuer à ce que tout s'arrange et pas se délite, quoi. Donc, moi, ce qui me frappe, c'est que tu as travaillé avec Bruno, tu as travaillé avec Philippe Prost, moi aussi. On a perdu aussi beaucoup de concours ensemble, donc je sais que je ne suis pas meilleur dans les oraux, quoi. Je suis le même poison que David lors des oraux, j'ai quelques souvenirs en tête. Mais ce que je sais, c'est que aussi bien Bruno que Philippe sont des maîtres d'œuvre instruits, notamment par l'importance de la prise en compte de l'histoire, du temps qui passe. Et là, ton livre s'appelle « Ici ou jamais », ce qui est absolument génial, parce que forcément, il s'agit de paysage, puisqu'on parle du temps lié au lieu. Alors c'est drôle, parce que je ne résiste pas à l'envie de témoigner à Marc que j'étais il n'y a pas longtemps à d'Enfer avec des étudiants rennais, et je leur racontais qu'il y a quelques années, grâce à Marc, j'ai entendu une conférence de Michel Serres qui parlait des questions qu'on pose à propos du lieu. C'est-à-dire ubi, quo, unde, quoi. Et là, devant les étudiants, j'ai réalisé que ce n'est pas par hasard si aujourd'hui, comme paysagiste conseil, je dis aux gens, écoutez, je ne sais rien, mais ce que je sais, c'est qu'il faut s'occuper de regarder les photos aériennes et faire la chronophotographie des lieux
Parce que si on est sûr d'une chose, c'est que d'abord, la topographie importe, parce que l'eau coule toujours dans le même sens, et le temps aussi coule toujours dans le même sens, et que pour pouvoir savoir vers où on va, il faut savoir d'où on vient, par où on passe, et que tout est une affaire de continuité. Donc tu parles de Michel, c'est drôle parce que tu as parlé de l'horizon, et c'était une obsession qu'il avait. Mais c'est clair qu'il avait aussi une autre obsession qui était cette question de la continuité. Et aujourd'hui, je ne sais pas si drill, ça a à voir avec la finitude, dans un sens ou dans l'autre. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a un vertige de l'instantané qui est absolument, proprement glaçant. C'est-à-dire que ne plus considérer qu'on doit à ce qui est arrivé avant nous et qu'on doit aussi la responsabilité de ce qui arrive après, dans ce qu'on fait aujourd'hui, ça fout la trouille vraiment, pour le coup. Et je pense que le paysage... Alors, évidemment, les villes doivent réapprendre à faire avec le vivant. Mais le problème, c'est pas tellement de savoir si la ville est vivante ou pas. Le problème, c'est qu'il va faire 50 degrés, quoi. Donc il faut adresser le problème d'une manière très sérieuse. Et le problème des chauves-souris qui se crachent sur les camions, c'est notre problème à nous, c'est pas le problème des chauves-souris. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de chauves-souris, s'il n'y a plus d'oiseaux, il n'y aura plus nous non plus, quoi. Donc il faut arrêter de penser qu'il y a d'un côté la défense de la nature ou je sais pas quoi, et puis de l'autre côté le paysage. C'est pas vrai, c'est un seul objet. Et il n'y aura pas de paysage s'il n'y a personne pour le voir, et on ne sera pas là s'il n'y a plus de paysage. Donc, je veux dire, on peut pas... Alors, je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit, c'est-à-dire que le problème, c'est le refus de la complexité, le refus de la culture, le refus de la poésie, et s'accrocher comme des fous au quantitatif, comme si ça pouvait être une solution. Bah non, évidemment, ça ne peut pas être quantitatif. Évidemment qu'il faut pouvoir avoir l'ambition de faire la synthèse et savoir où on va, quoi. Et c'est pour ça que je pense que l'architecture est importante, les projets aussi, et que toute cette question du projet, où à la fin, ça va être mieux après qu'avant, parce que c'est cohérent, quoi. Mais je m'égare. Excuse-moi, je prends trop de temps. Non, mais... En tout cas, merci, et je me réjouis de lire ce livre qui a l'air d'être un voyage magnifique. Si, peut-être que j'ai une question, c'est sur cette question du temps. D'où vient l'idée de ici ou jamais? Alors, le temps, il y a un chapitre qui est particulièrement consacré à cette question de la perception du temps, qui se propose de faire comprendre comment les 5 sens sont un outil pour comprendre où va le monde et dans le temps. C'est-à-dire que l'œil regarde au loin, l'oreille entend ce qui approche, finalement ce phénomène qui arrive, on peut s'en saisir et peut-être même le goûter. Et dans les surprises qu'il peut y avoir entre ces différents moments sur un phénomène qui s'approche, eh bien c'est dans ces surprises qu'on comprend. Tiens, la cerise qu'on vient de goûter, elle a l'air mûre, mais elle est acide. Est-ce que le temps s'est passé exactement comme on le pensait? Voilà. Il manque peut-être 15 jours. Le printemps est tardif. Voilà. Et c'est ce dispositif, le corps est un dispositif sensoriel pour les 5 sens, un dispositif sensoriel pour mieux appréhender le mouvement des choses. Donc ça, c'est un thème qui m'intéresse. La notion des éléments et la manière dont chaque élément, qui est déjà un classement sensible de la matière, la manière dont les éléments évoluent à des vitesses différentes. La pierre, l'eau, le végétal, l'air, tout ça bouge à des vitesses différentes. Et dans le décalage de ces mouvements, il y a la manière de comprendre le temps. Une vieille tour qui est enlierrée nous fait comprendre le temps. Parce que la pierre ne vit pas avec la même vitesse que le lierre. Et enfin,
l'horizon, le regard sur l'horizon, les émotions qu'on peut avoir face à quelque chose d'incertain, est aussi un dispositif qui nous fait comprendre le temps parce que on s'interroge, on s'effraie, on est dans une curiosité où on est, voilà. Et je pense que chaque époque face à l'horizon a des émotions différentes. Comme chaque âge, comme quand on est enfant, face à l'horizon de la mer, on peut avoir une certaine curiosité à découvrir le monde entier. Et puis, un peu plus tard, on peut avoir une envie d'aimer le monde. Tout ça évolue. Et l'époque aussi évolue face à ces horizons. Et aujourd'hui, on n'a peut-être pas la même émotion face à collectivement, face à un horizon que quand on était qu'à l'époque romaine, voilà. Et donc tout ça, c'est des dispositifs pour comprendre notre époque. Et ici ou jamais, ça fait référence à un sentiment que j'ai dans les lieux en tant que paysagiste. J'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose à faire ici qui ne pourra jamais exister ailleurs. Je ne sais pas par quel bout prendre le sujet, mais en tout cas, je trouve qu'on vit dans une époque extraordinaire et très, très magnifique depuis les 40 ou 50 dernières années, en termes de connaissances dans tous les domaines scientifiques, artistiques, de créativité. Il faut quand même le dire. Ensuite, qu'il y ait des trous d'air, je ne suis pas sûre qu'il y ait des époques qui étaient complètes, quelles que soient les périodes. Donc, charge à nous de mettre toutes ces connaissances en musique et de les faire valoir. Je pense notamment, on est quand même assez jeunes, enfin, je veux dire, 50 ans, c'est rien du tout. On n'est pas si nombreux que ce soit en France ou en international. On est plutôt gâtés en France. Moi, je bouge beaucoup et je trouve qu'on est plutôt dans une bonne souche dans ce qui s'est passé en France sur la dimension paysagère. J'ai eu de la chance, et je trouve que je suis trop isolée dans ce domaine, de travailler avec des architectes et de partager des concepts au même niveau que l'architecture. C'est-à-dire, je trouve qu'on est un peu trop dans nos pratiques professionnelles, l'un après l'autre ou l'un à côté de l'autre. Et si on joue ensemble, on est beaucoup, beaucoup plus fort. Donc, on est dans une période où on peut jouer ensemble dans des dimensions, justement, qui permettent d'échapper un petit peu à cette notion de trou d'air avec l'écologie. Je pense notamment, enfin, je nous parle à tout le monde, hein, mais dans nos pratiques et dans l'héritage qu'on a des pratiques antérieures. Par exemple, toute la dimension du VRD, elle est enterrée, elle est invisible. Or, toute cette dimension-là qui parle des fluides et que la gestion des fluides, elle pourrait être autant esthétique que n'importe quelle autre dimension. Ça, c'est juste un exemple. Il y a bien sûr l'eau, il y a bien sûr toutes ces choses-là. Donc, je pense que cette question de trou d'air que l'on vit tous, je ne parle pas de politique, excusez-moi, je parle de la question de la gestion des ressources, elle peut être une opportunité magnifique d'articuler nos compétences et de les associer et d'être plus forts ensemble. Bon, ça, c'est mon appétit à moi et mon expérience à moi, parce que j'ai eu la chance d'avoir des expériences positives, même concours perdu. Je considère qu'un concours perdu, si on a appris quelque chose, c'est très positif. Bon, bien sûr, on aime bien la réalité, je suis la première à aimer la réalité, mais un concours où l'expérience est positive entre différentes compétences, ben c'est déjà un cadeau. Et il faut déjà le montrer et le faire valoir. Pour revenir au livre de... Bon, pardon, c'était une parenthèse professionnelle. Pour revenir au livre de David, je trouve que c'est une très belle... il y a une dimension anthropologique qui est très puissante et qui est assez rare dans nos expériences de nos pratiques. Je pense, il me fait penser à la période impressionniste et au pointillisme, c'est-à-dire il y a une espèce de forme d'abstraction dans la manière d'aborder les questions et de passer d'une échelle à une autre, d'un sujet à un autre, au même niveau. Donc il parle de la mort, de la vie au même niveau. Moi, j'ai pas de problème avec ça, mais voilà, il y a une espèce d'impressionnisme et de pointillisme, mais qui est assez abstrait. C'est-à-dire il faut vraiment s'accrocher, enfin en tout cas moi, mon petit cerveau, s'accrocher pour suivre. Et du coup, ponctuellement, il me semblait qu'il manquait un peu, enfin moi j'aurais aimé que toute cette dimension très poétique et très incarnée et très descriptive ait une forme de visuel, pas au premier degré, mais au même niveau, parce qu'on est quand même des gens
qui dessine. Non, et l'extrait qu'il a choisi, c'est un dessin d'enfant. Pour moi, un dessin est aussi puissant qu'un mot. Et donc, j'aurais aimé ponctuellement, sur 2-3 passages, ou surtout, par exemple, le passage de Versailles, enfin, il n'y a que lui qui articule tout ça. Enfin, moi, je suis incapable d'articuler rien de tout ce qu'il a dit. Pourtant, on a la même formation, on a des pratiques similaires. Et il me semble qu'il manque un peu cette sensibilité-là, on va dire cette incarnation-là du trait, qui est une autre traduction des mots. Et après, il y a la question de l'artifice. Bon, ça c'est encore un autre débat. Je dirais plutôt la question de la culture, puisque tout est une question de point de vue, y compris la relation à la mort, puisqu'on est toujours... Enfin, après, on ne va pas parler de philosophie, mais tout est une question d'angle de vue, et c'est justement accepter les nuances et réussir à faire partager à d'autres, et notamment les services, des nuances, et que les choses sont ouvertes et qu'elles ne sont pas monopolisées par un sujet, que ce soit l'écologie, que ce soit la mobilité, ou que ce soit... Ce qui est un peu gênant, c'est que la manière dont les choses évoluent un peu vite, c'est que tout est sectorisé et c'est que pour une seule fonction, un seul domaine. Or, nous, ce qu'on fait, c'est que ce qu'on propose, enfin, je pense peut-être un peu plus que... Peut-être, je ne sais pas qu'en architecture, encore que ça évolue aussi, c'est qu'on propose des lieux qui sont polyvalents, c'est-à-dire ce n'est pas dédié à une seule fonction et qu'à un seul usage. Et ça, c'est typiquement, et je pense d'une manière significative, le sens du vivant. C'est que tout ce qui nous constitue, c'est toujours plusieurs fonctions et plusieurs services rendus, jamais un seul. Et la manière de simplifier, de rendre les choses pragmatiques et qui fonctionne, certes, dans les services, c'est un sujet, une réponse, et ça, on peut pas... Enfin, les paysagistes, on a la chance, on ne fonctionne pas comme ça. Mais je suis bien d'accord qu'il faut savoir le faire partager et savoir le rendre réel. Ça, on préfère que ce soit réel qu'un beau dessin, mais quand même, des beaux concours, même perdus, c'est quand même pas mal aussi. Bon, on va clôturer cette séance. Moi, je vous invite à 2 rendez-vous importants pour la Fédération du paysage et les expériences de paysage. La Biennale d'architecture et de paysage qui aura lieu à Versailles en mai et juin, qui va couler jusqu'au début juillet, dans laquelle il y aura 4 tables rondes autour d'une exposition dont le commissaire est l'agence Terre, paysagiste urbaniste, et donc 4 tables rondes avec aussi des échanges et des débats autour d'ouvrages de paysage. D'ailleurs, tu viendras également. Donc, on va parler du climat, du paysage et du climat. Et donc, cette relation de l'enseignement du climat dans les écoles de paysage, d'architecture, d'urbanisme. Et puis, le deuxième rendez-vous, c'est à Nantes en septembre. Alors, pour une figure importante de la ville de Nantes. Ce serait chouette de vous voir aussi, Bruno, avec nous. On invite tous les paysagistes du monde dans un grand congrès mondial sur le paysage qui s'appelle Guiding Landscape, donc le paysage guide, la première semaine de septembre. Voilà. Avec plaisir. Merci à tous. Au revoir.